Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter le MacBook Pro 16 pouces 2021 full option. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai déjà fait un peu plus bas sur la chaîne une vidéo où je vous présente le MacBook Air full option 2020 puce M1. Bien sûr, je vous invite, si c'est pas le cas, à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous présente la machine et je vous parle un peu de cette nouvelle gamme de processeurs, cette nouvelle architecture. Commençons tout de suite par un petit déballage rapide, donc c'est très similaire au MacBook Air, vous vous en doutez. Quand on ouvre la boîte, on retrouve tout de suite le Mac emballé dans un petit papier de protection. En dessous, on va retrouver, pour ma part aujourd'hui, un chargeur de 140 watts, avec un câble USB-C vers MagSafe 3, je précise un câble tressé, c'est plutôt cool, et la petite notice avec les autocollants pommes, c'est très pratique. Pour les plus curieux d'entre vous, vous aurez certainement remarqué qu'il n'y a plus, vous savez, cette fameuse rallonge qui permettait deux choses, qui permettait de rallonger le chargeur du Mac, c'est pas mal, et second point, qui permettait de relier notre Mac à une prise Terre, donc connecter le Mac au réseau Terre de votre installation. C'était quand même, dans certains cas, pratique. Voilà pour le contenu du paquet. Passons à la présentation de la machine, la présentation physique. Donc, tout d'abord, quand on la sort de la boîte, on a un sentiment de prestance, mastoc, costaud. Et sur tous les termes, sur tous les aspects, vous allez voir durant la vidéo. Je vais prendre comme point de comparaison un MacBook Pro 15 pouces de 2012, mais c'est à peu près les mêmes jusqu'en 2014, pour ceux qui connaissaient. Et sinon, les 2016, 2017, 2018 sont encore plus fins, mais c'est vraiment pour prendre, on va dire, un point de référence. Donc quand on sort le Mac de la boîte, comme je le disais, on a ce sentiment plus mastoc. Pourquoi ? Parce que la machine est déjà plus épaisse et plus lourde. Les dimensions restent à peu près les mêmes en termes de longueur et de largeur. Par contre, l'épaisseur et le poids, ça a un petit peu augmenté. Qu'est-ce qui change également ? Le côté moins profilé. Alors, la machine, quand on la regarde, quand on l'ouvre pour la première fois, on a un peu l'impression de revenir sur les designs qu'on connaissait un peu en 2010, par là. Sur les Mac un peu plus costauds et beaucoup moins fins. Moi, je trouve ça génial. C'est peut-être pour certains moins joli, mais c'est, en termes d'efficacité, beaucoup plus efficace et c'est ce qu'on demande à ce genre de machine. Pour rentrer un peu plus dans le détail, le châssis de la machine, le corps de la machine, est plus carré. Le côté anguleux, on l'a toujours au niveau de la partie supérieure du châssis, qui fait le contour. Par contre, on a moins ce côté assez fin sur les tranches de la machine et qui descend sous le dessous de la machine, avec cet arrondi qui va donner ce côté, allez, on pourrait presque dire sexy à la machine, très profilé, très design. Là, c'est plus le cas. On a vraiment une arête très droite qui donne ce sentiment de mastoc, de châssis plus épais, ce qui est le cas d'ailleurs. Et arrivé quasiment en bas de la machine, là on va y retrouver l'arrondi qui va tout de suite aller sur la partie plate du dessous de la machine. Sur l'avant, on va y retrouver les rainures comme on avait avant sur les anciens MacBook pour aspirer l'air pour la ventilation. Mais là, elles sont beaucoup plus grosses. On sent que la machine a vraiment besoin de plus bien aspirer de l'air, quoi. Vraiment, elle s'aère bien avec ces bouches-là. Également, les pieds. Les pieds avant étaient des petits dômes tout arrondis, tout dans l'alignement de la machine et tout. Bah là, c'est plus le cas. On a des gros pieds bien ronds. Donc, vraiment, la philosophie de la machine a évolué. Et je pense qu'Apple a bien écouté ses utilisateurs en termes de design. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un design plus épais permet d'aller plus loin en termes déjà techniques, en termes d'efficacité et d'efficience. Mais je viendrai un peu plus après. Au niveau de l'écran, également, le châssis de l'écran est plus épais. Quand on le prend en main, c'est aussi frappant, contrairement à l'époque, il est plus épais. Même s'il a ce côté plus moderne, parce que l'écran est quasiment bord à bord, sauf au niveau de l'encoche, on en parlera aussi après. Mais
le châssis est plus épais, ce qui donne ce sentiment de plus costaud également. Donc oui, c'est sûr, quand on a la machine, on va dire dans les mains, elle est un peu plus lourde, c'est vrai, mais elle est plus mastoc dans son body, dans son look, dans son côté esthétique. Un dernier exemple, on va y retrouver, vous savez, la charnière qui relie l'écran au corps de la machine. On avait, sur les anciennes machines, une espèce de petite courbure qui donnait ce côté très profilé également du châssis à l'écran, comme si presque c'était relié avec qu'une seule pièce. Là, Apple a fait un autre choix, la charnière est carrément creusée. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette espèce de pièce qui va faire cette petite courbure jusqu'à l'écran. Là, on a carrément la partie de l'écran qui va venir s'accrocher en bas du corps de la machine, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on a directement les fixations de la charnière, je vais pas dire accessible, mais presque, qui donnent plus d'accès et plus de facilité au radiateur pour dégager tout cet air chaud. Donc on sent que cette machine a vraiment été pensée déjà dans un premier point pour les pros, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est selon moi le premier de tous les bons points de cette machine. C'est-à-dire que là nous avons vraiment une machine pensée et orientée performance. Concernant la partie esthétique de la machine, on va avoir une couleur, pour mon cas actuel, gris sidéral du plus bel effet, avec un clavier touche noir. Et ça, c'est plutôt pratique et ça va vachement bien sur l'ensemble, on va dire, de la machine. On va y retrouver ce très grand trackpad qui était déjà pas mal grand sur les MacBook des dernières années, mais là qui est juste gigantesque. Pour vous donner un ordre d'idée, il part son bord droit jusqu'à la partie droite de la touche option de droite, et son bord gauche jusqu'à la partie gauche de la touche commande de gauche. Et le haut du trackpad commence quasiment en dessous de la barre d'espace. Il y a une toute fine bande d'alu, et après on est tout de suite sur le trackpad. Et pareil pour en bas, il va quasiment jusqu'en bas du châssis, donc je vous laisse imaginer, ce trackpad est juste gigantesque. Il est d'ailleurs, je le précise, même s'ils sont comme ça depuis quelques temps, Force Touch. Physiquement, il n'est plus cliquable, il y a un moteur haptique dedans qui donne ce retour de vibration comme si on cliquait, et c'est vachement pratique et on peut faire vachement de choses avec ça. Concernant le clavier, bien sûr il y a Touch ID en haut à droite sur le bouton de démarrage, ça c'est super cool, et entre parenthèses il marche vachement bien. On va y retrouver un vrai clavier. Quand je dis vrai, on n'a plus la touch bar, vous savez, cet écran qui se trouve à la place des touches F1 à F12. Là, on va avoir des vraies touches de fonction, et en plus, pas des moindres, des vraies grandes touches, comme si c'était des touches normales du clavier, donc ça, c'est plutôt cool. Concernant la frappe, on va y retrouver une frappe très confortable, plus courte que les anciens claviers de 2012, 2013, 2014, un peu plus agréable, voire même beaucoup plus franche que les claviers touchés papillon, donc ce qu'il y avait sur les MacBook Pro 2016, 2017, etc. On a un mécanisme à ciseaux, vraiment comme les mécanismes bien standards de clavier, très confortable. On s'y fait très vite à ce clavier. Les touches sont pas mal grandes et plutôt pas mal espacées, donc au niveau repérage, au niveau sensoriel, c'est plutôt agréable et plutôt facile à prendre en main. Bien sûr, c'est un clavier qui est rétro-éclairé, et le rétro-éclairage est plutôt pas mal pour les malvoyants par exemple, on le repère plutôt bien. Ensuite, on va y retrouver à gauche et à droite du clavier les grilles où on va retrouver les haut-parleurs dedans et les micros. Là, les grilles, elles vont vraiment du bord du clavier jusqu'au bord de la machine. Et ça, c'est vraiment cool. Je dis cool, pourquoi ? Parce que on sent que le travail du son a été vraiment poussé, et ça se ressent vraiment sur la restitution sonore. On a, les amis, un système de son super. C'est vraiment très efficace pour écouter un peu de musique, pour regarder un petit film en déplacement, etc. On a une très belle restitution des basses, des médiums, voire même des aigus, une très belle spatialisation. Franchement, Apple a réussi à nous fournir un super système. Quand on voit la machine, souvent on pourrait se dire « Waouh, ça vient de là ce son-là ?» Et oui, ça vient de là. On est d'accord, ça remplacera pas un ampli hi-fi avec des bonnes enceintes et tout. C'est pas non plus sa vocation ni le but. Mais à côté de ça, ça fait super le taf. C'est
super appréciable de pouvoir mettre un peu de musique et d'avoir une super retransmission. Concernant les micros, je vais vous faire une petite démonstration tout de suite. Voilà les amis, pour la petite démonstration, dites-moi ce que vous pensez de ce micro intégré au Mac. Moi personnellement je le trouve super, il n'est pas granuleux, on n'entend pas de bruit de machine, bon en même temps la machine ne fait pas un bruit, je pense que ce sera entièrement suffisant et efficace dans la vie de tous les jours si vous n'avez pas de micro dédié ou de console adaptée. Voilà pour la petite démonstration des micros intégrés, donc vous entendez, la qualité est vraiment très propre et c'est super efficace, surtout pour quelques petites conférences Zoom, FaceTime, tout ce que vous voulez. Là vous avez vraiment de quoi faire, c'est plutôt sympa. Au niveau de l'écran, on va y retrouver un écran de 16 pouces un petit peu plus, avec cette particularité d'avoir l'écran qui monte quasiment jusqu'en haut, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur les iPhones récents, et la fameuse petite encoche dans laquelle on va y retrouver la caméra, qui elle aussi d'ailleurs a fait un petit bond en avant on peut dire. C'est une caméra 1080p et quand même beaucoup plus agréable à regarder, surtout si vous faites pas mal de vidéoconférences, quelques petites vidéos et autres. Là l'augmentation de la qualité aide grandement et en plus ils ont, grâce à l'électronique et la meilleure lentille, pu améliorer le tout, donc ça permet à avoir un meilleur rendu, c'est quand même beaucoup plus efficace. L'écran est de technologie Liquid Retina XDR. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, on a un écran d'une super définition, d'une super qualité. Bien sûr, il est HDR. Donc la taille fait 16,2 pouces pour être très précis, avec une résolution de 3456 par 2234 pixels, ce qui donne 254 pixels par pouce. Il est capable, cet écran, d'envoyer 1000 nits en continu, ce qui est pas mal, même beaucoup, et 1600 nits en pointe, en HDR, si vous préférez, ce qui est vraiment pas mal. Bien sûr, la technologie de l'écran est du mini LED, donc ce qui permet un contraste très très fort, presque comme l'OLED. Le rafraîchissement de l'écran peut aller de 24 Hz à 120 Hz. Ça c'est cool, c'est ce qu'ils appellent ProMotion. Alors, ça permet quoi? Ça permet d'avoir une meilleure fluidité, surtout quand on fait du travail nécessitant beaucoup de framerate, donc de débit d'image. Et surtout, quand on n'en a pas le besoin, l'écran est capable de descendre pour consommer peu d'énergie, donc c'est plutôt très très pratique. Un petit point sur cette encoche qui fait beaucoup parler d'elle, selon moi c'est presque un faux problème pourrais-je dire, parce qu'en fait c'est relativement petit. Alors dans le cadre du 16 pouces, ça dérange en pas grand chose, oui ça coupe la barre des menus en deux par le milieu, mais à côté de ça, ça dérange pas tant que ça, à savoir que vous pouvez demander aux applications, par exemple qui ont une grosse barre de menus avec beaucoup de menus à l'intérieur, de descendre, donc de se mettre en dessous de cette encoche, faire un peu comme les anciens Mac, avec les bandes noires à gauche et à droite, on va dire de cette encoche, pour faire comme si l'écran était rectangle parfaitement, avec des bandes en haut de l'écran tout simplement, pour faire une barre de menu complète. Concernant la partie connectique, on va y retrouver en haut à gauche le chargeur MagSafe 3, donc la prise MagSafe 3 qui ressemble un peu à la prise MagSafe 2, un petit peu moins épaisse et un petit peu plus longue, mais sinon c'est le même principe. En dessous, on va y retrouver deux prises USB-C, Thunderbolt 4, USB 4, et en dessous une prise jack haute impédance. Ça a son importance la haute impédance, ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance pour alimenter des micros ou des casques plus de 600 ohms par exemple, donc c'est plutôt pratique. En haut à droite, on va retrouver un port HDMI, en dessous un troisième port USB-C, Thunderbolt 4, USB 4, et un port SD card pour pouvoir brancher des cartes SD. Petit détail qui a son importance, les trois prises USB-C sont bien sûr Thunderbolt 4, USB 4 et rétrocompatibles, Thunderbolt 3.2, USB 3.2, etc.
mais surtout sont sur des bus indépendants. C'est-à-dire que chacune de ces prises dispose de 40 gigabits seconde. Donc si vous multipliez les 3, on arrive à 120 gigabits seconde. Si vous voulez exploiter la totale puissance de ces ports, vous n'êtes pas limité. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des ports qui sont en chaîne, reliés entre eux, où ils doivent se partager la bande passante. Il n'en est rien pour le coup. Concernant la connectivité sans fil, on va retrouver du Wi-Fi 6, non pas du Wi-Fi 6E, mais du Wi-Fi 6, c'est déjà très bien, et du Bluetooth 5. En termes techniques, qu'est-ce qu'on va retrouver? Pour mon cas aujourd'hui, 64 Go de RAM, avec bien sûr la puce, comme je l'ai dit tout à l'heure, M1 Max, donc 10 cœurs de processeur, 16 cœurs Neural Engine, 32 cœurs processeur graphique, 2 cœurs Media Engine. 1 Tera de SSD, c'est très bien, j'avais pas besoin de plus. Comme je vous l'ai dit, là on est en présence de la configuration la plus élevée en termes techniques. On n'a juste pas le plus gros SSD, on peut aller jusqu'à 8 Tera. Moi j'ai 1 Tera, ça me suffit entièrement. Cependant, la puce M1 Max peut avoir des processeurs graphiques moindres, 24 au lieu de 32. Au niveau de la RAM, on peut bien sûr avoir 32 au lieu de 64. Et bien sûr, on peut avoir la puce M1 Pro. J'en parlerai un petit peu après. Également, je parlerai un petit peu de la M1 Ultra. Voilà pour toute la partie technique de la machine, les amis. Vous avez vu, c'est beau, c'est très beau. Passons à la partie, on va dire, concrète. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on fait avec cette machine? Qu'est-ce qu'elle apporte? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait avec cette machine? On fait beaucoup de choses. Je vais essayer de vous la comparer avec ce que je peux comparer, c'est-à-dire mon ancien iMac 27 pouces full option de 2017, pour certains vous le connaissiez, et bon bah c'est quasiment impossible, mais avec le MacBook Pro 15 pouces de 2012, mais là ça va être impossible. Et également je vais vous faire des petits comparatifs avec le milieu PC, et oui, il faut quand même, parce que là on a quand même une machine qui est capable de taper très fort en termes de performance, et vous allez voir qu'il est loin d'être intéressante au niveau des processeurs de la concurrence, que ce soit processeur standard et processeur graphique. Alors, en termes d'exportation, je pourrais vous donner des chiffres, je pourrais vous faire des graphiques, tout ce que vous voulez, mais bon, je trouve ça pas tant intéressant que ça. Si vous voulez voir ça, il y a pléthore de vidéos sur la toile. Moi, je vais plutôt vous donner, dans le cadre de mon utilisation, en un peu plus d'une semaine, ce que j'ai pu en tirer, ce que j'ai pu en faire, ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'ai gagné. Déjà, le premier point à noter, c'est ce silence de fonctionnement, c'est extraordinaire. Cette machine, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une très grosse capacité de refroidissement de par son body beaucoup plus gros, de par son gros système de ventilation et de par cette gestion, grâce à la puce M1, et j'en parlerai après, énergétique, on va dire, parfaite. Donc ça, c'est déjà le plus gros des points, c'est une machine qui chauffe peu, qui fait quasiment pas de bruit, et qui est, on va dire, inarrêtable. Elle a une capacité de puissance assez phénoménale. En termes plus techniques, au niveau des cœurs de processeur, que ce soit entre une M1 ou une M1 Pro, ou une M1 Max ou une Ultra, les cœurs sont identiques. La seule différence va être la multiplication de ces derniers, hein, il y en aura plus, et la gestion de la RAM, je vais y venir juste un peu après. Sur une puce M1 standard, on va avoir 8 cœurs. 4 cœurs haute performance, mais plus haute consommation énergétique. 4 cœurs plus basse performance, mais basse consommation. Et ça, c'est intéressant, ça permet de pouvoir bien distribuer la demande de puissance, les ressources. On a besoin de beaucoup de puissance, hop, on va demander aux 4 cœurs puissants. On a besoin de peu de puissance, et ben on les laisse tranquilles, ceux-là, on va demander aux cœurs moins puissants. Dans la M1 Pro et la M1 Max, on va retrouver 10 cœurs. Là, pour le coup, la M1 Pro et la M1 Max sont logés à la même enseigne. On va y retrouver 8 cœurs rapides et plus énergivores, et 2 cœurs plus lents mais plus économes. Et c'est très intéressant parce que ces 8 cœurs rapides sont divisés en 2 clusters. Ce qu'on appelle les clusters, c'est des groupes. Et c'est vachement bien
parce que c'est ce qui donne cette facilité à la machine également à pouvoir gérer la demande de ressources, la distribution de puissance, la gestion de la puissance. Ça permet d'avoir 2 fois 4 cœurs rapides et 1 fois 2 cœurs plus lents. Mais bien sûr, la somme de tout ça, ça fait 10 cœurs et on peut bien sûr tous les exploiter et là, exploser le game en termes de performance. Le fait qu'on ait 2 clusters de 4 cœurs chacun rapides, ça permet de pouvoir diviser des travaux puissants sans qu'il y ait de perte de performance pour d'autres tâches. Et également, on a toujours de disponibles les 2 cœurs moins puissants qui sont surtout là pour les gestions de tâches en arrière-plan, par exemple. Un petit mot quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cœurs sont identiques que vous ayez une M1 Max, une M1 normale, une M1 Pro, une M1 Ultra, ce sont les mêmes cœurs. Ils sont cadencés au minimum à 900 MHz, au maximum à peu près 3,2 GHz. Donc en tâche monocœur, ces processeurs feront la même chose que ce soit un normal ou un max ou un ultra. La différence va surtout venir sur le travail multicœur, donc les travaux qui vont demander beaucoup plus de ressources en multicœur. Bah là forcément une M1 Max va avoir beaucoup plus de ressources et de capacité à pouvoir fournir de la puissance. Et c'est pareil pour le processeur graphique. Sur une M1 standard, on va y retrouver 7 à 8 cœurs de processeur graphique. Sur une M1 Pro, 16 cœurs. Et sur une M1 Max, de 24 à 32 cœurs. Mais les cœurs sont identiques. Donc la différence va résider sur la charge de travail qui va pouvoir être effectuée en multicœur. Et c'est sûr qu'effectivement là, la M1 Max va prendre un très gros avantage, tout simplement parce qu'elle va être capable de pouvoir envoyer beaucoup plus de puissance en un temps donné, tout simplement. Le Neural Engine, vous savez, cette petite partie du processeur, donc c'est un petit processeur, on va dire, à part, dédié uniquement à l'apprentissage automatique, à l'intelligence artificielle, si vous préférez. Là, pour le coup, c'est pareil, que vous ayez une M1 normale, Pro ou Max, c'est pareil, c'est 16 cœurs. Et on va y retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 2 Media Engine. Ces 2 petits processeurs qui sont là uniquement, spécifiquement pour encoder et décoder de la vidéo, par exemple H264. Sur la M1, il n'y en a pas. Sur la M1 Pro, il y en a un. Sur la M1 Max, il y en a 2. Et ça aide beaucoup, les amis, quand on fait beaucoup d'exportation et d'encodage. Ça permet de décharger beaucoup le processeur graphique de toutes ces tâches-là et de pouvoir libérer de la puissance. Donc voilà pour la petite description de ce qu'il en est en termes de puissance brute. Donc vous vous rendez compte, avec l'accumulation de toutes ces petites parties dans le processeur, que ce soit le processeur classique, le Media Engine, le Neural Engine, le processeur graphique, vous avez vu qu'on a vraiment de quoi faire, mais comme dit, il faut en avoir le besoin. Entre parenthèses, une M1 Ultra, c'est la fusion de 2 M1 Max. Donc là, la puissance est encore plus colossale. On va y retrouver 20 cœurs de processeur, 32 cœurs de Neural Engine, 4 Media Engine et jusqu'à 64 cœurs de processeurs graphiques. Tout en n'oubliant pas que ça reste toujours les mêmes cœurs. Donc une M1 Ultra en tâche monocœur sera tout aussi rapide qu'une M1 standard. Et je tiens quand même à le préciser, j'y reviendrai après quand on parlera de cette machine est faite, on va dire, pour qui ? Du moins ces types de processeurs, pour qui, pourquoi. Parlons de la RAM un petit peu. La RAM était très intéressante. Là, sur le cas de la M1 Max, elle est capable de fournir jusqu'à 400 gigaoctets de bande passante. C'est le double de la M1 Pro et qui elle-même est le double de la M1 standard. Et bien sûr, une M1 Ultra, comme ces 2 M1 Max fusionnés, et on a 800 Go de bande passante. Ce qui, pour le coup, là, faudra me dire, faudra pouvoir les exploiter déjà. Partie du principe que 128 étant déjà énorme, 128 Go de bande passante, bon bah là on en a 400. Sur une M1 Max, on peut avoir jusqu'à 64 Go de RAM maximum, ce que j'ai actuellement là. Et sur une Ultra, bien sûr, comme c'est doublé, on peut avoir jusqu'à 128 Go. Personnellement, qu'est-ce qu'il en est pour moi de cette machine? Qu'est-ce que j'arrive à en faire?
alors je vais clairement vous dire, c'est impressionnant. Impressionnant, je vais vous donner un petit chiffre que ça va faire peut-être sourire certains, et après on parle bien sûr, hein, tout est relatif, ça dépend des réglages, de comment on l'a monté, etc. Mais j'ai exporté une vidéo de 40 minutes en 4K en 8 minutes, voilà. Pour donner un ordre d'idée, l'iMac mettait à peu près 20 minutes, ce qui était déjà excessivement rapide, et bah là, il arrive à mettre une belle tôle. Ce qui est génial, c'est ce sentiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'hyper véloce. La machine répond toujours très très présent, ça c'est clair, parce que la puissance est là quand on en a besoin, mais c'est très fluide. Que ce soit des petites tâches comme des grosses tâches, la machine sait très bien gérer la ressource, donc sans aucun souci, on est capable de tout faire en même temps. Et tellement que, grâce à ce surplus de cœur et de puissance, bien sûr il faut que les applications soient optimisées à ça, mais ça c'est encore autre chose, on peut faire plein de choses. Par exemple, pendant l'exportation vidéo, j'ai pu continuer sur Logic à monter toute la partie audio. Donc ça c'était plutôt cool. La gestion, dans Logic, c'est en soi fabuleux. On peut ouvrir plein de pistes, on peut faire plein de choses sans que la machine ne bronche, c'est top. Et le plus impressionnant, c'est vraiment la partie graphique, hein, décodage, encodage de vidéos, montage, le côté très fluide, que ce soit dans Final Cut Pro, que ce soit dans du montage pur et dur, ou que ce soit sur de la photo, comme par exemple avec la suite Adobe, j'ai pu le faire tester à mon entourage, et bah là c'est bluffant. Si vous voulez un petit comparo, hein, comme je vous ai invité à aller voir la vidéo de la puce M1 avec le MacBook Air standard, c'est la même chose, mais en beaucoup plus véloce, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut faire la même chose qu'une puce M1, mais encore plus puissant, encore plus de ressources, encore plus de capacité. Et tout ça, les amis, dans un silence de cathédrale. La machine ne fait pas de bruit. La machine a deux modes de gestion de l'énergie, du moins de la puissance. Elle a le mode automatique, où elle va se réguler automatiquement. Elle va chercher à faire le moindre bruit possible. Déjà, elle est très silencieuse, mais alors, enclencher ce mode-là, qui est par défaut d'ailleurs, et elle va chercher à toujours faire en sorte que les ventilos se mettent le moins possible en route. Et vous avez le mode haute performance qui là va autoriser la chauffe un peu plus importante, donc la montée un peu plus en température, donc les ventilateurs qui vont se mettre à tourner. Enfin bon, moi j'ai pas trouvé ça très flagrant dans le sens où ça m'a pas plus dérangé que ça. En soi, moi j'ai mis ce mode là quand je suis sur l'adaptateur secteur, ce qui permet, si c'est le cas, de délivrer plus de puissance, je la prends. Mais en tout cas, j'ai pas noté que la machine était plus bruyante. Elle est tellement silencieuse que les amis, pour entendre les ventilos, faut vraiment exploiter à fond, que ce soit le processeur et le processeur graphique et les Media Engine, faut y aller. Et là, on va l'entendre un petit peu. Voilà, c'est un petit peu, c'est même pas si dérangeant que ça, parce qu'ils ont quand même super travaillé le système de ventilation et de refroidissement, donc le bruit, il est vraiment... ça n'a rien à voir avec les MacBooks de l'époque, on peut dire. Concernant ce mode haute performance, moi je l'ai enclenché, sans pouvoir vous dire si j'ai constaté des différences, ça fait trop peu de temps que j'ai la machine avec le mode automatique. Je pense que s'il y a une différence, c'est très peu. Après, ce sera à voir dans le long terme. Pourquoi pas vous communiquer cette information en commentaire si ça peut vous intéresser. Pourquoi pas. Je vais vous dire la même chose pour ceux qui ont vu la vidéo du MacBook Air avec la puce M1 standard. En termes d'efficacité, c'est incroyable. La sortie de veille est extrêmement rapide. Le démarrage se fait en 6 secondes. Entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où on tape notre mot de passe, du moins on est sur la session. Tout est très rapide, tout est très fluide. Enfin, c'est vraiment une expérience utilisateur vraiment géniale. Et c'est là où on sent la grosse différence avec les processeurs Intel. Je vais pas dire que les processeurs Intel sont nuls, mais il y a une grosse optimisation qui a été portée par Apple et qui fait que, comme d'habitude, hein, le logiciel combiné au matériel et tout ça optimisé, les deux mariés l'un avec l'autre, font qu'on arrive à avoir une cohérence juste parfaite. Concernant la batterie, ce Mac est compatible charge rapide. Alors, pour les 16 pouces, pour avoir la charge rapide, donc c'est-à-dire les 140 watts, il faudra passer par le MagSafe pour obtenir également une charge à 50% pendant 30 minutes, du moins en 30 minutes. Par contre, il est toujours possible, ne vous en faites pas les amis, de charger votre ordinateur via les ports USB-C. C'est quand même la force de ces connecteurs, c'est de pouvoir ou passer
par le MagSafe ou par un bon vieux câble USB-C, bien sûr adapté, je précise. Au rang de l'autonomie, on peut avoir jusqu'à 20 heures de batterie en lecture vidéo, les amis. Vous rendez-vous compte, c'est juste impressionnant. Moi, j'ai réussi à avoir du 15-16 heures, voire 17 heures en travail mixte. Donc voilà, bon. Et encore, avec l'écran allumé à peu près 50% et le clavier avec le rétroéclairage, je suis persuadé qu'on coupe le clavier et le rétroéclairage et on éteint l'écran. Par exemple avec le rideau d'écran avec VoiceOver, pour ceux qui utilisent VoiceOver, je pense que ça va être phénoménal la batterie. Je n'ai pas idée, je ne l'ai pas encore fait, mais je me doute que ça doit être impressionnant. Je l'avais fait sur la M1 et ça avait quasiment presque doublé les performances. Presque, je dis presque parce que ça n'avait pas totalement doublé, mais presque. Bah là, si c'est la même chose, si on tape les 30 heures d'autonomie, c'est magnifique. Hein. Vous êtes capable, surtout, et c'est ça qui est chouette avec cette machine, d'aller dans la performance sans sacrifier l'autonomie vraiment. Et ça, c'est un énorme point de ces puces. Déjà, la M1 consommait très très peu, donc très, très économe. Mais alors la M1 Max, pour le coup, en consommation maximum, on arrive aux 70 watts. Et quand je dis consommation maximum, c'est quand on exploite toute la puce. Hein. Imaginez si on n'exploite pas toute la puce, on consomme pas ça. Faites un petit parallèle avec une puce Intel qui, elle, je vous le rappelle, hein, n'a pas de carte graphique dédiée, donc de processeur graphique dédié. Ça va être des petits processeurs intégrés qui sont les récents plutôt pas mal, mais peut-être pas au niveau de ceux d'Apple quand même. Bref, je suis pas là pour dire qui est le mieux, en tout cas en termes de performance, la M1 Max, à puissance on va dire à peu près égale dans le milieu Intel, AMD, consomme 2 à 3 fois moins que ce que consommerait à puissance à peu près égale un Intel ou un AMD, ce qui est, voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. On parle pas du processeur graphique, hein, parce que le processeur graphique, si on prend les comparaisons d'Apple, effectivement, en termes de consommation énergétique, bah c'est pareil, on peut aller jusqu'à des 4 fois plus économe qu'une Nvidia par exemple. Bon, après les performances peuvent être aussi différentes, mais voyez-vous juste le côté consommation. Et pourquoi je parle du côté énergétique? Bah déjà, c'est grâce à ça qu'on peut avoir une très bonne autonomie. Et surtout, là Apple arrive à faire une belle prestation. C'est que sur batterie, nous n'avons pas de perte de performance. Et oui les amis, si vous prenez un PC équivalent, par exemple chez Asus, j'avais vu une configuration avec un gros i9 et une Nvidia GTX, je sais plus exactement quel modèle, je crois que c'était la 3070, un truc par là. Et ben la machine sur batterie, déjà elle tient pas autant de temps que peut tenir un Mac, mais surtout n'est pas capable de fournir la pleine puissance, parce que en termes de puissance de batterie, le processeur, la carte graphique et tout le reste est plus énergivore que ce que est capable de fournir la batterie. Donc la machine est bridée, et souvent vachement bridée. Donc c'est à dire que sur batterie vous obtiendrez pas la pleine puissance de la machine. Pas dans le même silence également, parce que vous avez généralement une machine beaucoup plus bruyante à cause justement de cette dissipation thermique qui est plus conséquente et qu'il faut quand même, il faut y aller pour évacuer autant de chaleur, autant d'énergie. Donc voilà, déjà le gros écart qu'Apple arrive à faire, c'est même puissance en pleine charge, que ce soit sur batterie ou que ce soit sur adaptateur secteur, ça changera rien pour un Mac, contrairement à un PC où on perdra forcément en termes de puissance et donc de performance. Et puis comme je vous l'ai dit, cette consommation versus performance apporte ce confort d'utilisation du fait que les ventilos vont se mettre peu en route, donc on va être la plupart du temps dans un silence de cathédrale, et ça c'est génial, surtout dans un cadre de bureau, de studio, quand on travaille en musique, la machine va pas être bruyante. Contrairement aux anciens Mac, par exemple, de 2016, 2017, 2018, où eux, les ventilos, ils passaient leur temps à y aller, à tourner, c'était souvent bruyant, souvent en route. Là, cette machine, il n'en est rien. Dernier point concernant cette histoire de puissance,
le thermal throttling. Qu'est-ce que c'est? C'est la réduction de puissance à cause de la chaleur. Donc c'est volontairement la machine qui se bride au niveau de ses performances, parce qu'il fait trop chaud, parce que les ventilateurs tournent trop et qu'elle n'est pas capable de suffisamment se ventiler pour maintenir ses performances. On appelle ça le thermal throttling. Et bien sur ce Mac là, je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu même en puissance vraiment max, où je lui en demande un paquet. Oui, les ventilos peuvent se mettre en route, mais à côté de ça, il n'y a pas de perte de performance. J'arrive à maintenir les fréquences sur le processeur. Et ça, c'est assez impressionnant parce que avec mon ancien iMac, j'en avais peu déjà du thermal throttling, et pourtant le système de refroidissement est déjà beaucoup plus gros, mais il se mettait aussi plus souvent en route, même si c'était discret, je l'entendais un peu. Et il y en avait quand même un petit peu. Je me souviens que même si les fréquences étaient plus importantes, on tournait aux alentours des 4.2 voire 4.5 GHz en boost, j'étais plutôt aux alentours des 3.3, 3.6, 3.7. J'arrivais à maintenir du 3.7, 3.8. Voilà, j'arrivais sur du travail long terme, j'arrivais voire même à les baisser, surtout en fonction de la température ambiante. Et là, j'arrive avec ce MacBook là à tenir les fréquences. Elles vont fluctuer, ce qui est normal, parce que c'est normal que ça varie. Mais j'ai pas de grosse chute de performance, je n'ai pas de thermal throttling, je n'ai pas de surchauffe, et tellement que j'en ai pas, c'est que j'ai jamais entendu les ventilateurs à fond. Je les ai un petit peu entendus quand vraiment j'exploitais la machine à fond, mais alors c'était relativement discret. Voilà pour la partie, on va dire, performance et retour de mon utilisation. Pour terminer, pour qui et pourquoi ces processeurs, comment le choisir, que conseiller? Pour moi, c'est très simple, les amis. Partons du fait qu'une M1 de base est déjà très capable, très puissante. De vouloir une M1 Pro ou une M1 Max, voire une M1 Ultra, il faut réellement en avoir le besoin, parce que sinon, ça ne sert à rien. Les amis, acheter un MacBook Pro comme celui-là, avec une M1 Max, etc., pour faire de la bureautique, un petit peu par-ci là, de logique, petit montage vidéo et tout. Non, ça servira à rien. Oui, si vous pouvez financièrement vous faire plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a un très bel écran, donc ça c'est quand même un plus, un super système de son, une très bonne batterie. Mais à côté de ça, si on parle vraiment purement de prix et de besoin en termes de puissance, si vous n'en avez pas réellement le besoin, de ce surplus de puissance n'est pas nécessaire. Comme je vous l'ai déjà dit sur la vidéo précédente, une M1 standard est déjà suffisamment capable. Pourquoi une M1 Pro ou Max? Pour plus de RAM, parce que certains programmes ou certaines utilisations vont nécessiter plus que 16 Go de RAM. Ou parce que vous travaillez dans la vidéo et que vous avez vraiment besoin d'une grosse capacité à traiter de l'information vidéo, décoder, encoder par exemple. Ou sinon vous avez besoin d'un écran mieux défini ou un peu plus grand, voilà. Et surtout, que vous avez besoin de cet ensemble, on va dire, de cette cohérence, parce que cette machine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est un tout. C'est un tout, c'est un monstre de puissance, mais voilà, moi, dans mon utilisation, qui est assez large, je fais du développement, je fais du montage vidéo, je fais de la formation, je fais même du streaming, et même avec cette utilisation-là, je suis pas sûr d'exploiter la machine à 100%. J'ai personnellement pris le choix de mettre 64 Go de RAM parce que c'est pas évolutif dans le temps et je préférais voir large parce que cette machine, j'espère bien qu'elle va rester longtemps avec moi. Mais même je pense que dans mon utilisation actuelle, 32 aurait pu suffire. Mais chacun a son utilisation et chacun fait ce qu'il entend comme il l'entend. Selon moi, mon avis, c'est celui-là, les amis. La M1 est vraiment très bien pour plus de la moitié des utilisateurs, surtout si vous faites que de la bureautique, un peu de Word, un peu de PowerPoint, enfin vraiment tout ce qui tourne autour de la bureautique, c'est entièrement suffisant. Après, si vous avez des besoins beaucoup plus spécifiques, une M1 Pro va être intéressante dans le cadre où vous pourrez aller jusqu'à 32 Go de RAM et vous avez surtout les 10 cœurs de processeur. Et après, si vous avez vraiment besoin de plus côté graphique, parce que la M1 Pro et la M1 Max sont pareils en termes de processeur standard, enfin processeur standard de processeur, donc des 10 cœurs. Si vous avez pas des gros besoins, on va dire en vidéo, en traitement vidéo, etc., une M1 Max vous servira pas vraiment dans le cas, sauf si vous avez besoin vraiment des 64 Go de RAM. Et là, voilà, vous avez besoin d'une grosse puissance vidéo, de traitement, etc. La M1 Max est faite pour vous.
Après 24-32 cœurs, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, donc ça c'est à vous de voir en termes de prix pour vous. Et après, la Humain Ultra, pourquoi je la mets vraiment un peu à part de ces 3 gammes déjà? Parce que c'est vraiment un marché niche. Déjà, il faut que les applications soient optimisées. Alors, elles vont l'être, hein, ça, j'aurais pas de doute. Mais après, 20 cœurs de processeur, les amis, c'est quand même quelque chose. Alors, c'est génial, hein, c'est super. Ah, j'ai 20 cœurs et tout. Mais faut-il les exploiter? Déjà, moi, je suis pas sûr d'exploiter avec mon utilisation la M1 Max. Alors, pourquoi une M1 j'aurais dépensé dans une M1 Ultra, sachant que ça qu'est-ce que ça m'aurait apporté? Ça, tout est là, là est toute la question, hein. Rendez-vous compte que dans mon utilisation, si je n'ai pas encore, on va dire, exploité, je pense, la machine à 100%, qu'est-ce que j'aurais fait d'une Ultra? Et pour qui ça servirait? Je pense que la question se pose pas, et c'est pour ça que je la mets pas beaucoup dans les comparatifs, la M1 Ultra, parce que cette M1 Ultra, je pense que les personnes qui en ont besoin se posent pas la question, ils y vont direct. Si on a besoin d'une énorme capacité de traitement, flux vidéo, flux d'informations en temps réel, bon la question se pose pas, et je pense que vous la poserez pas, donc vous irez directement vers une M1 Ultra. Voilà les amis, après tout tourne, on va dire, autour de vos besoins et de votre capacité à pouvoir acheter telle ou telle machine et de vos besoins. Et si je peux vous donner ce conseil là, comme je le donne tout le temps, faites attention plutôt à vos besoins que à vouloir à chaque fois avoir la plus grosse config ou à vouloir acheter une machine qui vous correspondra peut-être pas forcément. Moi je suis prêt à parier que je donne ma machine actuellement à un étudiant, et il verra pas la différence avec un MacBook Air, et je suis même prêt à parier que ce sera plus handicapant pour lui mon Mac qu'un MacBook Air. Pourquoi? Parce que mon Mac est plus gros, plus grand, plus lourd. Voilà, déjà. Alors, à trimballer dans les amphis, etc., etc., ce sera peut-être plus ce sera peut-être plus embêtant à trimballer, ce sera peut-être plus lourd, etc., qu'un petit MacBook Air. C'est léger, c'est super, ça se trimballe partout et tout. Et en termes de puissance, il n'y aura pas réellement de différence, sachant, comme je l'ai dit, que travail monocœur, les cœurs monocœur, c'est tous les mêmes, hein, que ce soit une M1 standard, une M1 Max. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, toute autre interrogation, n'hésitez pas à me le faire part. J'espère avoir dit le maximum, j'ai essayé de vous donner le plus d'infos que je le pouvais. Cependant, il se peut que, et c'est même sûr d'ailleurs, que j'ai peut-être oublié des infos, donc s'il y a vraiment des informations, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me partager votre ressenti, vos avis, hein, si vous avez aussi sauté le pas et que vous êtes rentré dans cette nouvelle ère de la puce Apple Silicon, hein, parce qu'on est sur la M1, mais il y aura bientôt les suivants, etc., mais la logique d'Apple, les amis, restera toujours la même, hein. On partira d'un processeur qu'on augmentera au fur et à mesure des besoins de cœur, etc., etc. Juste un dernier point, dernière petite parenthèse et je clôture la vidéo. On m'a demandé en question déjà pourquoi Apple a gardé les mêmes processeurs, les mêmes cœurs de processeurs, que ce soit sur une main normale, Pro, Max, voire Ultra. J'ai pas la réponse officielle, mais j'ai une petite idée, c'est pour ça que je la mets vraiment en fin de vidéo. Tout simplement en termes d'industrialisation, les amis, déjà ça permet de pouvoir, au niveau de l'industrialisation, gérer plus facilement, et puis surtout, peut-être qu'ils n'auraient pas l'utilité, pour le moment on est à 3,2 GHz, c'est sûr que demain si Apple pourra augmenter les fréquences, en monocœur les machines seront encore plus véloces, mais là croyez-moi, en termes de puissance, on a déjà tellement de quoi faire, que c'est entièrement suffisant, et puis laissez-leur un peu de marge de progression, hein. Il faut bien qu'ils viennent avec une M2, voire une M3, etc. Et il faut bien proposer des fréquences un peu plus pour pouvoir proposer plus de puissance, plus de performance. C'est bien beau de multiplier les cœurs, à un moment donné, ça suffira pas que. Mais bon, ils ont déjà tellement, on va dire, d'avance en termes d'efficience énergétique, puissance, on va dire, que c'est bon, et puis je me fais pas de soucis pour eux, loin de là, bien au contraire. Donc voilà les amis, pour clôturer la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, toute la chanson, vous connaissez le tremblement comme on dit. Allez les amis, salut, bye bye.